Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Approche interdisciplinaire du chant traditionnel. Par André-Marie Despringre. Une connaissance qui manque de précision ou pour mieux dire, une connaissance qui n'est pas donnée avec ses conditions de détermination précises n'est pas une connaissance scientifique. Georges Bachelard. Avertissement au lecteur. Pour interpréter les significations que prennent les chants traditionnels des pays de France, nombre d'approches antérieures ont souvent évolué sur ce sujet, vers une vision plutôt philosophique, une démarche qualifiée d'herméneutique. À l'opposé, cet ouvrage tente d'aller résolument vers plusieurs types d'analyses qui portent sur les formes produites, voire sur les éléments structuraux des poésies chantées. Ces derniers font sens avec les analyses contextuelles qui, elles, relèvent de l'anthropologie sociale et culturelle. La recherche d'un style oral a été de longue date définie par Marcel Jousse. C'est toute la vie pleine de gestes, pleine de rythmes, pleine de mélodies, parce que pleine de pulsations organiques. Elle est propre à des ensembles culturels qui nous apparaissent très cohérents, d'une part en examinant la langue employée et d'autre part par la manière, le plus souvent orale, de transmettre des répertoires musicaux chantés. Cette démarche constitue l'un des principaux objectifs de notre quête qui est à la fois inter- et pluridisciplinaire. Dans son célèbre ouvrage « Langage, musique, poésie » 1972, Nicolas Ruet posait un double objet d'étude. La fonction de la parole dans la musique vocale et réciproquement la fonction de la musique vocale dans la parole. Il terminait par un vibrant appel aux anthropologues, c'est-à-dire aux spécialistes de la société et de sa culture. Pourquoi ? N'était-ce pas déjà là une prise de conscience évidente de l'insuffisance du traitement parfois trop strictement formel des œuvres littéraires ? Dans le sillage de ces propositions théoriques et méthodologiques et au-delà, par la prise en compte des champs culturels, j'ai souhaité dès 1987 associer systématiquement des ethnologues de la langue, ethnolinguistes, et de la musique, ethnomusicologues, afin de développer une approche globale ethnologique aux résultats musico-linguistiques issus des analyses formelles. D'emblée et systématiquement, nous avons échangé nos points de vue à propos d'analyses de quelques répertoires chantés recueillis dans divers pays de France ou d'Europe. Cette opération eut ainsi pour effet de capter l'attention et d'associer régulièrement quelques rares ethnolinguistiques, sensibles à l'analyse de ce que l'on appelait alors la littérature orale. Précédemment, la chanson n'était d'ailleurs pour eux que l'une des composantes d'une littérature qualifiée aussi de populaire ou folklore, voire uniquement l'objet d'étude d'un ensemble oral plus vaste constitué de contes, proverbes, chansons, etc. Le chant traditionnel était utilisé auparavant dans l'unique intention d'illustrer une théorie linguistique structurale, et non de décrire un sujet qui aurait été retenu pour l'ensemble de ses formes observées en contexte. Aujourd'hui, alors que les oppositions entre littérature orale et écrite, savante et populaire semblent bien dépassées et que le mot folklore paraît avoir enfin trouvé en France son sens véritable, selon Coirot, 1955 puis Guilcher 1989, l'interdisciplinarité est plus que jamais à l'ordre du jour pour la description et l'étude de cet objet polymorphe qu'est le chant de tradition orale. À mon sens, la lecture des publications issues des différentes tables rondes auxquelles j'ai participé durant ces 10 dernières années, les communications nationales et internationales que j'ai données notamment au séminaire européen d'ethnomusicologie, ont servi à instaurer un dialogue et un questionnement permanent entre ces deux disciplines. Elles illustrent également la difficile coopération entre linguistes et musicologues, au plan concret de la description en raison tant de l'éloignement institutionnel des différents chercheurs entre eux, que de la difficulté d'accès aux sources enregistrées. On se propose néanmoins de placer, au centre même de nos articles, les méthodes possibles de description particulières et ou globales, de ces formes poético-musicales, formes d'expression, formes de contenu, et d'envisager leur approche de la manière la plus rigoureuse qui soit. Je rappelle en outre que l'étude de l'espace des œuvres comprend mais dépasse l'analyse strictement interne des formes, genres et styles. Elle implique la prise en compte, dans la mesure du possible, des divers champs culturels concernés qui sont envisagés en relation directe avec les résultats de cette analyse formelle. En définitive, on voudrait examiner les problèmes d'interprétation culturelle que suggèrent les différentes compétences mises en œuvre par les chanteurs,
voire les stratégies des agents et des institutions engagées dans la diffusion des chansons. Soit, d'une part, la caractérisation culturelle, poétique et musicale des répertoires, partagés en dehors du groupe, et d'autre part, leur catégorisation interne ou endoculturelle. Seront donc plus particulièrement convoqués, en complément de la musicologie, l'anthropologie et la linguistique du discours afin de préciser la notion de sémiose stylistique des textes chantés. Cependant, comme la question des traces de la production du sens doit être abordée concurremment à celle des conditions de sa production, le point de vue de l'anthropologue devrait, me semble-t-il, conduire à une meilleure compréhension de la nature et de l'évolution des répertoires chantés. Poésie chantée, pourquoi des formes à classer ? Lieu d'un partage culturel, elle figure les échanges, internes à une culture donnée, de représentation du monde et des hommes au moyen de formes d'expression poético-musicale, accompagnées ou non de gestes. Cette pratique observée en interne est endoculturelle dans son fonctionnement, mais elle participe également d'emprunts à d'autres cultures plutôt proches que lointaines. L'ensemble chanté, lorsqu'il est dit de référence ou corpus, peut ainsi être considéré comme élément plus ou moins conscient d'une appartenance communautaire. C'est une véritable institution de représentation sociale partagée avec les mêmes règles de comportement et de sensibilité, qui communique certaines émotions pourtant comprises comme locales. Les poésies chantées enregistrées in situ manifestent également des significations précises dont le sens n'apparaît pas nécessairement clairement. Cette spécificité culturelle de forme bien définie sera envisagée ici selon un processus en perpétuelle évolution et non comme œuvre finie. De fait, les poésies chantées renvoient à un concept renouvelé de genre que je définis à partir soit de l'étude pragmatique des textes, soit des musiques, en considérant comme première pertinence contexte et situation de leur émission. Cependant, cette position laisse apparaître des difficultés de classement. Ainsi, les ethnolinguistes, comme par exemple Janine Fribourg, souhaitent opérer un classement selon un critère sémantique, alors que l'on pourrait tout aussi bien pour d'autres corpus considérer que le type de musique est un autre critère plus pertinent. Citons par exemple les chants à danser qui ne sont plus souvent narratifs. Leurs textes littéraires deviennent alors fréquemment dépendants de la forme dansée. Cet antagonisme classificatoire oblige à mieux conceptualiser, à mieux délimiter cette fois le sens général d'un répertoire au sein de significations multiples. Elle amène également à définir celle de pertinence, celle qui va aider à ordonner les critères analytiques. Ces derniers seront à mettre ensuite en œuvre afin de définir les éléments à décrire prioritairement. Différents cas seront ainsi présentés dans cet ouvrage, privilégiant chacun l'un ou l'autre critère de classement tout en laissant très ouvert l'accès à ces corpus tant par le grand public que pour les chercheurs. La recherche ici peut être qualifiée de scientifique, parce que, contrairement à la philosophie des significations prises comme entité globale, l'analyse s'applique à réduire les significations à ces structures. Notre conception des sciences humaines suit bien volontiers celle de Gilles Gaston Granger. En effet, elle tourne le dos à la saisie directe des significations immédiates. Les deux niveaux de la signification sont respectivement celui du vécu et celui du monde objectivé sous lequel la science doit conserver les significations, bien que transmuées. Les classifications des folkloristes. En ce qui concerne la vision globale des significations, on trouvera déjà les connaissances sur le chant traditionnel qui peuvent se résumer, en ce qui concerne la France, aux grandes synthèses sans équivalent jusqu'ici, de Patrice Coirot et plus récemment de Conrad Laforte au Canada. Coirot, qui refuse de se ranger dans quelque école que ce soit, utilise des méthodes à la fois comparatistes et ou sociologiques. Son œuvre comprend un fichier comparatif de plusieurs versions de chansons de tradition orale et de chansons écrites, notamment celles qui concernent le colportage. Elle inclut également des manuscrits de toutes sortes accompagnés d'un fichier de timbres musicaux, employés par les faiseurs de chansons. À ce dernier est systématiquement jointe une bibliographie très complète. Il analyse ainsi les modes de pensée d'analphabètes musiciens, étudie les métamorphoses des textes, présente des chansons types ou formes types. C'est pour cette raison que nos centres d'archives utilisent les références de son catalogue, 3 volumes publiés par la BNF, Coirot, 1996-2000-2007, et de celui de Laforte, 1993. De la sorte, ces auteurs s'écartent des folkloristes romantiques, en quête de la mythique forme d'origine.
Coirot distingue l'archétype qui est une conception logique du chant, de la chanson type plus esthétisante et propre à chacun des chanteurs. Nous-mêmes utilisons cette notion de type comme artifice ou repère lorsque nous parlons de version de référence, mais sous l'angle de la linguistique structurale, une version qui est alors choisie arbitrairement, facilitant de la sorte la comparaison avec d'autres versions. Cette mise en exergue d'une forme type n'est en réalité qu'une réalisation parmi d'autres, à l'intérieur d'une longue série. Elle demeure volontairement une notion consciemment subjective. À ce stade, elle ne mérite ni le nom de type, ni celui de modèle, dont elle serait la réalisation concrète. L'archétype, au contraire, est un concept plus objectif qui sous-entend un système opérant dans de multiples réalisations, c'est-à-dire le modèle implicite du chant que le chercheur se doit de découvrir. On peut comprendre alors que les ethnomusicologues commencent le travail d'analyse là où Patrice Coirot ou Conrad Laforte s'arrêtaient. Position des ethnomusicologues. L'un des premiers ethnomusicologues théoriciens, Constantin Brailoiu, 1973, ne ménage pas ses critiques aux folkloristes européens et retient comme élément pertinent des chansons le fait qu'elles sont en constant changement variant à l'infini. Il attribue la cause également première à la musique et considère l'étude de la variation comme l'objectif essentiel de l'analyste. 3 questions musicologiques décident, semble-t-il, de l'autonomie du folklore musical. Les caractères intrinsèques de la chanson populaire ont-ils été définis? Peuvent-ils l'être? Par quelle méthode? Les réponses des folkloristes sont souvent faites de lieux communs et manquent de précision. La structure du vers chanté, par exemple, demeure un litige pour la plupart des langues. Il signale que peu se préoccupent de l'existence contiguë de plusieurs systèmes de versification dissemblables. C'est pour cette raison que j'ai souhaité rééditer dans notre ouvrage la contribution de Fotini Panayi, qui précise beaucoup mieux les questions de poésie orale et propose une ethnolinguistique des poésies, ou plus précisément une ethnopoétique orale. Pour la musique, Constantin Brailoiu souligne l'infatuation et le mépris de l'esprit occidental pour tout ce qui échappe au sacro-saint progrès, y compris celui de la musique occidentale, dont la conception harmonique égare. Il rappelle les travaux musicologiques qui ont néanmoins synthétisé et défini les caractéristiques musicales de plusieurs pays, voire échafaudé quelques théories, sans néanmoins se prêter aux comparaisons nécessaires, en Hongrie avec Bartók. La mise en évidence de quelques lieux communs mélodiques et rythmiques a suffi à ébranler les définitions de styles nationaux qu'il trouve prématurées. À la lecture de ces travaux qui, rappelons-le ici, ont pris en considération le fait linguistique, le giusto syllabique, le vers populaire roumain chanté, cet auteur fait état de la tendance de l'art populaire à l'exploitation exhaustive d'une technique donnée, voire du système. C'est un problème théorique fondamental qui est contredit cependant de nos jours par quelques ethnomusicologues qui constatent au contraire que les systèmes qu'ils mettent en évidence ne sont que très rarement exprimés entièrement, comme le serait la musique sérielle. Faudrait-il y voir un manque d'information? N'y aurait-il pas lieu au contraire de limiter l'ambition de telles propositions théoriques à visée universelle, en confrontant à contrario des séries limitées à la vraisemblance linguistique, aux groupements longues-brèves, aux marques prosodiques et intonatives et surtout accentuelles des langues par exemple? Une telle démarche permettrait sans doute d'exclure le type prospectif de la méthode statistique que cet auteur propose, et permettrait probablement de serrer la réalité de beaucoup plus près. Il faudrait alors revoir certains des principes qu'il énonce, ainsi que la formulation de son modèle cognitif théorique, afin de le redéfinir. Nous avions commencé à le faire dans notre ouvrage collectif Chants enfantins d'Europe, 1997. Sans ignorer l'accent, Brailoiu insiste par exemple sur les organisations de durée, en écartant volontairement les marques d'intensité de la langue qui sont, selon lui, trop soumises à la variation que constituent les différentes langues considérées. Brailoiu souhaitait néanmoins que sa théorie à vocation musicologique évolue plus tard avec la collaboration d'une armée de linguistes, dont le rôle serait d'affiner ses propositions. À mon sens, la notation des groupements d'unités rythmiques, qui tiendrait compte d'emblée de l'accent, permettrait d'éviter la figuration sur partition des anacrous en surnuméraire. En les formulant de la sorte avec le vers, on simplifierait la présentation du découpage musical. Pour ces questions avancées, on portera une attention toute particulière à l'article d'Hubert Schmidt,
très remarquable et inédit de par sa concision scientifique. Comment voir enfin quand les groupes rythmiques sont agencés de manière identique au texte parlé d'une langue, ou bien quand au contraire ils s'autonomisent et sur quel modèle? Nombreuses, il est vrai, sont les questions heuristiques que suggèrent les propositions de Brailoiu. C'est pourquoi, selon leurs compétences, certains des auteurs de cet ouvrage collectif commencent à explorer des secteurs encore obscurs de la recherche ethnomusicologique et de l'ethnolinguistique. Cependant, comme toute théorie, ces approches constituent un excellent point de départ, si toutefois on renonce à vouloir à tout prix rechercher des formes universelles pour en rester, plus modestement, à la mise au point d'outils universels de connaissance. Avant de proposer des classifications ou des typologies de grands corpus, le groupe s'attache par conséquent à décrire finement et complètement les pièces chantées qu'il sélectionne en recherchant la comparaison avec d'autres productions, examinées en synchronie ou en diachronie, à l'intérieur, voire à l'extérieur d'une culture donnée. Définissant des problématiques très limitées, ces options théoriques se veulent plus fiables tout en restant modestes. Néanmoins, ces terrains d'investigation restent conditionnés par la disponibilité actuelle des chercheurs qui y participent. Analyser le chant traditionnel. Outre le repérage d'éléments schématiques structuraux de la musique, structures rythmiques et scalaires, ce qui nous occupe, c'est l'étude des groupements linguistiques et musicaux qui figurent systématiquement et celle du dynamisme de leurs variations, développement des réseaux poétiques et mélodiques. La mise en correspondance des critères pertinents révèle en effet la stabilité structurelle d'un chant, par exemple les types de relations univoques entre groupements de textes et segments mélodiques. Elle se fait dans le cadre de l'examen des combinaisons privilégiées entre la musique, la langue, voire la gestuelle. Elle permet de mieux identifier la nature des formes produites. Elle laisse apparaître, en même temps, différentes étapes d'évolution, simples variations ou nettes transformations. Ainsi, on peut également classer les chants à partir des catégories structurales, poétiques et ou musicales, que définissent ces analyses. La pertinence des relations fonctionnelles que la forme présente avec les rites produits pourra alors se révéler par la comparaison des deux classements précédemment annoncés, le sémantique et le poético-musical. Ou pourquoi pas, le sémantique et le rythmique musical? Au-delà de simples formes en mouvement et des représentations qu'elles révèlent, nous sommes en présence d'ensembles de structures images, qui sont en synergie avec des structures motrices, qui forment un mode spécifique et privilégié d'une expression culturelle particulière qui est véhiculée concurremment, à la fois par les mélodies et par les textes qui leur sont associés. Il s'agit bien là de mettre en valeur l'un des effets primordiaux d'un style de pensée qui serait propre à une population donnée, un style oral qu'il faut définir enfin avant que de le comparer à d'autres, dans un cadre non plus interdisciplinaire mais pluridisciplinaire. André-Marie Despringres. Chercheur en ethnomusicologie au CNRS du LACITO, 1986 à 2005. Puis détaché CR à l'UMR 2561 du CNRS de Cayenne, 2005 à 2008. Enfin, professeur d'université associé à l'UAG de Cayenne ER, Guyane 2008 à 2010. Dire d'études à l'école doctorale V de Paris 4 Sorbonne, 2008 à 2018. Président du conseil scientifique de l'OPCI depuis 2015. Ouvrages cités. Bachelard Gaston, 1993-1938, La formation de l'esprit scientifique, PUF, Col. Quadrige. Brailoiu Constantin, 1973, Problème d'ethnomusicologie, Genève, Minkoff, 466p. COIRAULT Patrice, 1953-1963, Formation de nos chansons folkloriques, 4 vols, Ménil Scarabée. 2007-2000, 1996, Répertoire des chansons françaises de tradition orale, 3 vols, ouvrage révisé et complété par Georges Delarue, Marlène Belly, Yvette FE accent aigu DOROFF et Simone Wallon, Paris, Bibliothèque nationale de France. DAVENSON Henry, 1946, Le livre des chansons ou Introduction à la chanson française, Neuchâtel, La Baconnière. DESPRINGRE André-Marie, 1993, Confusion des genres dans le folklore musical et l'ethnomusicologie récente de la France, In Ethnomusicologica 2, ATTI del VISM, Siena,
17 à 21 agosto 1989, Quaderni dell'Accademia Chigiana, volume 45, page 29 à 40. 1997A dire, Chants enfantins d'Europe, préface Jean Molineau, Paris l'Harmattan. 1997B dire en collab. Avec Dominique Lestel, Ins, catégoriser un rythme flamand, Journal des anthropologues 70, Anthropologie et cognition, page 73 à 90. 2001, avec Jean-Pierre Caprile et François Rastier, Journal des anthropologues 85 à 86, Sens et action, page 7 à 10. DESPRINGRE André-Marie, Fribourg Janine et Panayi Tuillier-Fotini, 2006, Approche interdisciplinaire des formes chantées, Ethnomusicologie, ethnolinguistique et ethnopoétique du chant, Patrimonio-musical, Articulos de Patrimonio ethnologico-musical, Conserreria de Cultura Centro de Documentation Musicale de Andalucía. During Jean, 1998, Musique d'Asie centrale, L'esprit d'une tradition, Paris Actes Sud. Gergely Jean, 1967, Introduction à la connaissance du folklore musical, Lausanne, Rencontre. Granger Gilles Gaston, 1968, Essai d'une philosophie du style, Paris, à Collin. Guilcher Jean-Michel, 1989, La chanson folklorique de langue française, Le Mans Atelier de la danse populaire. Isard Michel et Bonte Pierre, 2002-1991, Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie, Puf Poche. Jousse Marcel, 1974, Anthropologie du geste, Gallimard. Laforte Conrad, 1993, Poétique de la chanson traditionnelle française, Sainte-Foy, Canada, Presse de l'Université Laval, Les archives de folklore 17 161p. LORTATJACOB Bernard, 1993, Genre et forme, Un chant mal partagé, Ethnomusicologica 2, ATTI del VISM, Siena, 17 à 21 agosto 1989, Quaderni dell'Accademia Chigiana, volume 45, page 15 à 27. Molineau Jean, 1997, préface de l'ouvrage, In André-Marie DESPRINGRE dire, Chants enfantins d'Europe, Paris l'Harmattan. Nattier Jean-Jacques, 1987, Musicologie générale et sémiologie, Bourgois, Paris. Robert Jean-Dominique, 1972, La philosophie du style de G.G. Granger, Revue philosophique de Louvain, 70, page 282 à 293. Ruet Nicolas, 1972, Fonction de la parole dans la musique, langage, musique, poésie, Seuil, Paris, page 41 à 68. Contexte et situation du chant traditionnel, de l'ethnographie à l'archive. Béarn et Bas-Adour, construction interactive d'un terrain européen. Par Jean-Jacques Casteret. Texte rédigé en 2011. Jean-Jacques Casteret est docteur en ethnomusicologie. Sa thèse, soutenue en 2004, a porté sur le chant de table en Béarn et Bas-Adour, ethnomusicologie d'une pratique polyphonique. Il dirige aujourd'hui l'ethnopôle INOC Aquitania. L'ethnomusicologue intervient régulièrement dans différents enseignements d'anthropologie et d'ethnomusicologie, Centre d'études supérieures musique et danse de Poitiers, Master valorisation des patrimoines de l'Université de Pau, Université Bordeaux-Montaigne. Chanteur et directeur artistique de l'ensemble de polyphonie Balaguera. Il intervient en masterclass de polyphonie, CESMD Poitiers, ESMUC Barcelona, COMDT de Toulouse. Dans le cadre de missions publiques, Jean-Jacques Casteret développe des programmes de valorisation numérique des fonds d'archives orales, d'inventaire et de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du domaine occitan, sondaki.com, le site du PCI Occitan en Aquitaine, d'animation de la recherche en ethnomusicologie de la France. Chercheur associé au Lacito CNRS de 2000 à 2004, puis au laboratoire ITEM et A3002, de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Il a enseigné à l'Université Bordeaux-Montaigne de 2006 à 2011. Il est membre de la Société française d'ethnomusicologie, administrateur du Centre international de recherche interdisciplinaire en ethnomusicologie de la France, membre de l'ICTM Study Group on Multipart Music. Il collabore aux travaux du Research Center for European Multipart Music, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Jean-Jacques Casteret est l'auteur de nombreux articles publiés dans des revues internationales portant sur l'anthropologie,
l'analyse musicale et l'histoire des performances polyphoniques en France, l'étude des représentations linguistiques et identitaires et des relations écrit-orales, l'inventorisation et la valorisation du patrimoine culturel immatériel. Il a notamment publié La polyphonie dans les Pyrénées gasconnes. Tradition, évolution, résilience, l'Harmattan, Col. Anthropologie et musique, 2013. Le terrain est comme un magma en fusion dans lequel s'immerge le chercheur. Mais à le regarder de près, il constitue un puzzle composé d'éléments hétérogènes, pratiques vocales différentes, discours divergents, production orale, documents écrits, éléments diachroniques comme synchroniques, dont il convient de comprendre l'agencement logique. Bien sûr, lorsque l'on est musicologue de formation, il est tentant de s'en tenir à la sélection de l'un des aspects de la musique orale, les pièces vocales en ce qui nous concerne, et dès lors de le transcrire à des fins analytiques. Ce travail serait néanmoins sans fin et peu ou pas signifiant. En effet, en terrain béarnais où l'expression chantée orale est très vivante, nous relevons un corpus de plusieurs centaines d'items, dont la réalisation orale, y compris dans sa dimension polyphonique, est sujette à de nombreuses variations. Ainsi, par où commencer ? Pour aller où ? D'autres éléments du terrain, textuels, contextuels, catégories autochtones, peuvent néanmoins aider à circonscrire des unités pertinentes pour les chanteurs et plus propices à l'analyse. C'est en fin de compte dans un va-et-vient entre ethnomusicologie participante, interparticipante et analyse que le chercheur peut cerner peu à peu son objet, par une construction exploratoire sans cesse renouvelée qui le voit évoluer avec elle. Le Béarn a pour le sens commun une réputation de conservatoire des traditions populaires, sur le plan musical principalement. Si l'on y regarde d'un peu plus près, qu'en est-il exactement ? Nous sommes au XXIe siècle, sachant que les folkloristes annonçaient déjà, il y a près de 150 ans, la disparition des traditions orales, mais n'étaient-elles qu'orales ? La question se pose de savoir ce qu'est un terrain aujourd'hui dans l'ère occitane en France, en Europe. C'est ce que je vous propose ici, en prenant l'exemple du Béarn. Découvrir des pratiques, des hommes, des discours, un monstre multiforme que l'on nomme terrain. Le découvrir en vous immergeant avec moi à partir de l'entrée qui fut la mienne. Le plongeon dans l'inconnu ou parfois le trop connu. Musicologue de formation, mon premier contact avec le chant traditionnel en Béarn se fit tout naturellement par la consultation de documents écrits. J'en rassemblai un certain nombre. Des recueils de diverses époques 1850 à 1940 contenant des chants en partition, des articles souvent écrits par les auteurs de ces recueils. Plus tard, j'accédai au fonds sonore du Musée des Arts et Traditions Populaires, ATP, qui possède une trentaine de documents collectés en Béarn. Je fis en outre l'acquisition d'une dizaine de disques ou cassettes commercialisés. J'avais ainsi à ma disposition des chants enregistrés ou en partition et des commentaires sur ces derniers, commentaires me paraissant d'autant plus pertinents que mes amis béarnais, à l'origine du travail que j'entamais, 3 musiciens traditionnels, ainsi m'apparaissait-il, se référaient et me renvoyaient très souvent à ces écrits. Mon directeur de recherche me demandait une problématique, je n'en avais pas. Je ne disposais que d'une masse de documents sans logique, pièces d'un puzzle gigantesque auquel je n'arrivais à donner le moindre ordre, le moindre sens. L'analyse des chants paraissait le seul recours possible. Or, par où et par quoi commencer ? Il convenait de sélectionner un corpus. Les recueils ou les fichiers des ATP distinguaient, il est vrai, divers répertoires, chants de berger, de travail, de mariage, d'amour. En analysant superficiellement, je ne savais que penser. Musicien et musicologue de formation, inscrit qui plus est, dans une UFR de musicologie, je m'intéressais prioritairement aux paramètres musicaux de ces chants. Or comment distinguer d'un point de vue musical 3 chants ? L'un de berger, l'autre de mariage ou selon les sources données comme chansons de neuf, le troisième appartenant au folklore enfantin, tous 3 ayant le même support musical ? De nombreux problèmes comme celui de la pertinence des classements se posaient, mais je n'arrivais toujours pas à dégager une problématique. De mes lectures ou de ce que me disaient mes amis béarnais, ne ressortait que cette masse confuse désignée par un syntagme consensuel, le chant béarnais, supposant une aire géographique auto-identifiée et un genre vocal uni. Puis, vint l'heure du terrain, censé muer le musicologue que j'étais en ethnomusicologue. Ma première enquête n'eut rien d'exotique.
Ne sachant comment entamer mon immersion dans le terrain, je me rendis chez le président du festival de la chanson béarnaise. Je fus tout d'abord surpris car plus que des considérations musicales, filtraient des considérations géographiques qui allèrent s'affirmant dans les enquêtes suivantes. Une dichotomie montagne-plaine principalement. Je découvrais la dimension géographique de mon pays, alors que je n'en avais qu'une vision historique. Je faisais connaissance avec les vallées d'Ossau, d'Aspe et de Barretou, le Vic-Bilh, la Ribera. Mes surprises ne s'arrêtèrent pas là. Je finis par découvrir en vallée d'Ossau, par collecte interposée, bien plus que des chants, des commentaires sur ceci. L'informateur, Augustin Coapé, décédé 2 ans auparavant, distinguait branlo sans canta, branle chantant. Passa Carreras, passe-rue. Canta de Tola, chanson de table. Catégorie liée à la fonction des chants, danse, marche, délassement au sens large, liée à la convivialité du vin et de la nourriture. Je réalisais quelques transcriptions qui confirmaient du point de vue musical la pertinence des catégories de l'informateur. Ces catégories du chant remettaient en revanche en cause les commentaires des recueils et ceux de mes amis qui classaient les chants selon leur thème textuel ou leur usage. Mariage, carnaval, amour, chanson de neuf. Le discours relevé sur le terrain me renvoyait à d'autres discours. Je découvrais le monde des folkloristes et celui des acteurs culturels, leurs disciples, mes amis. Le terrain m'amenait à prêter une attention accrue à leurs discours. Les préfaces des recueils de folkloristes se révélaient une mine de confidences savoureuses sur leur façon d'envisager et donc d'aborder le Béarn et la chanson populaire, sur leur ethnographie, n'écrivant pas leur culture mais se décrivant à travers elle. Après avoir distingué des zones géographiques diverses, des fonctions du chant, des discours divergents, pourquoi m'arrêter là? Pourquoi en effet considérer les informateurs praticiens comme un tout homogène? Était-il possible d'établir des distinctions entre eux? Les folkloristes à leur manière sont des informateurs. Les acteurs culturels qui appartiennent à la culture qu'ils promeuvent, également. Définissons toutefois l'acteur culturel. En Béarn, touchant le patrimoine ethnologique, c'est une personne développant un discours et un champ d'action portant sur une aire géographique qui dépasse largement son lieu d'origine ou de résidence. Je distinguerai donc 2 autres catégories d'informateurs. Les praticiens conscients. Les praticiens non conscients. Bien que je sois convaincu qu'entre ces 2 catégories existent différentes graduations, une palette de niveaux de conscience. Précisons que les praticiens conscients se distinguent des acteurs culturels par le fait que leur discours ne porte que sur la petite patrie, village ou canton. Le discours des folkloristes m'a donc ramené au terrain et au discours d'un jeune musicien, 26 ans, du village de la Reims en vallée d'Ossau. Nous parlions ensemble du Faran-là, soirée de carnaval de son village, où il y avait peu d'ambiance cette année-là. Alors que je lui demandais si les querelles de personnes vives ces temps-ci en étaient à l'origine, il me répondit. Oui, il y avait ça aussi. Ça et puis le reste, la non-conscience des gens. Tu sais, si tu te dis juste, je chante si je veux. Enfin, bien sûr, il faut chanter si tu aimes chanter, mais si tu te dis on fait le carnaval pour chanter des chansons ou pour danser, c'est pas la peine de faire le carnaval. Tu vois? C'est ça quoi? La pratique semble donc avoir pour lui une valeur intrinsèque, mais aussi une valeur qui la transcende. Il rajoute. Quelque part on est un peu chargé d'une mission, c'est-à-dire, on doit montrer que ça existe. Me parlant plus tard de la fête du 15 août, fête patronale de son village médiatisée depuis le XIXe siècle. C'est le moment où tu as le droit légitime, et qu'on te donne le droit de revendiquer ton identité de façon naturelle, et que tu es reconnu de tous en tant qu'Ossalois. Ce discours démontre clairement que pour lui, chant, danse ou costume sont également des marqueurs identitaires. Il s'agit certes d'une pratique sociale mais qui doit, pour survivre, être doublée d'une pratique culturelle, identitaire. Ce discours me ramène à des faits observés dans le village de ce musicien comme dans d'autres lieux, lors de fêtes passées. En effet, il me porte à regarder le chant comme élément d'un réseau incluant d'autres paramètres tels costume, danse. Enfin, à le considérer comme objet symbolique. Si je prends l'exemple de la fête du 15 août à la Reims, vallée d'Ossau, de 11 à 13 heures après la messe, de nombreux autochtones en costume traditionnel dansent sur la place du village, sous le regard de milliers de touristes.
Les moments de repos, la plupart du temps marqués par des discussions, sont parfois espaces de chant qui permet d'exposer cet élément de la culture à côté du costume et des danses. 20 mètres plus loin, dans un bar bondé, la même chanson chantée au même moment par d'autres autochtones n'a pas la même signification, la même charge symbolique, Lévi-Strauss. Du puzzle évoqué plus haut, de cette masse de documents à laquelle l'ethnomusicologue des Pays de France est confronté, ressort la question de la prise en compte ou non des éléments d'ordre diachronique, de l'opposition synchronie-diachronie. Ces éléments sont de diverses natures, écrits, oraux. Les documents sonores concernant le Béarn sont peu nombreux, mais il en existe. En effet, nous sommes en 1999, et depuis 30 ans quelques personnes ont réalisé des enquêtes ou des enregistrements. Ces documents de deuxième main m'ont particulièrement été utiles dans la distinction des catégories musicales. En effet, le passa carrera a disparu depuis 25 ans, le branle chanté n'existe plus qu'à la Reims. Seul subsiste le chant de table, qui demeure très vivant. Le recours à des éléments d'ordre diachronique peut me permettre d'éclairer le présent, de cerner par exemple les catégories de chants qui se maintiennent, sous quelle forme et quelles en sont les raisons. Toutefois, si je ne comptais pas prendre en considération la dimension diachronique, mes informateurs m'y replongeraient. En effet, sans parler des personnes d'un certain âge qui ont tendance à évoquer leur jeunesse, les informateurs conscients évoqués plus haut se réfèrent constamment au passé. Nous pouvons retenir des propos du musicien de la Reims. Une grande importance attachée à la culture. Le fait qu'il se sente nécessaire à sa perpétuation, qu'il ne veut pas être le responsable de l'interruption de la chaîne. Au-delà du simple plaisir, il se doit de refaire les mêmes gestes que ses prédécesseurs, ses ancêtres, pour montrer que ça existe. Il est le maillon d'une chaîne qui va du passé vers l'avenir, et dont lui représente l'un des maillons responsables du présent. Il ne peut donc trahir. Je ne fais que mon devoir, c'est-à-dire que je me dis eh ben, ils et les 15 à 20 ans savent pas chanter, ils te demandent à chanter, donc tu vas pas leur dire « ou démerdez-vous », tu vas leur dire « je vais essayer de vous apprendre ce que je sais ». Il ne veut pas briser la chaîne, mais d'autre part, il se veut le garant de la véracité, de l'authenticité de ce qu'il transmet. En effet, il a sa pratique mais il va opérer un filtre. Je prendrai à ce titre pour exemple sa pratique de la polyphonie. J'ai remarqué, et lui-même m'a fait remarquer depuis longtemps, sa faculté à improviser une troisième voix à la basse. Or il vient, quelques semaines avant mon enquête, d'enregistrer avec 2 de ses amis une cassette de 10 chansons avec des moyens sommaires, afin, en dehors des répétitions qu'il dispense aux jeunes de son village, que ces derniers aient un support supplémentaire d'apprentissage. Toutefois, sur cette cassette, l'exécution des chants se fait à 2 voix. Quand je lui en demandais la raison, il me confiait qu'il avait très généralement entendu une plurivocalité à 2 voix, mais très rarement à 3. Il dit « Moi je le fais comme ça, mais je ne veux pas l'apprendre ». Il rajoute « Il faut se le sentir, c'est difficile ». Il dissocie donc sa pratique personnelle et ce qu'il transmet par enseignement, et qui là, engage sa responsabilité de maillon d'une chaîne, responsabilité face aux gens plus âgés que lui, face aux morts et face aux générations futures. Il reprend « Je dis pas c'est une basse traditionnelle qui s'est faite et qui s'est toujours faite. Celui qui est musicien au sens avoir l'oreille musicale, un peu il le fait, il peut faire ses basses, et il n'a pas besoin d'avoir vu des vieux qu'il peut le faire quand même. Il est prudent, considérant qu'il ne peut rien affirmer sans avoir recueilli des témoignages anciens donc sûrs. Peut-être je te dis plein de conneries que les autres te diront « Oh, ça c'est des conneries », et peut-être qu'ils auront raison. Moi si tu veux, je suis pas assez ancré. Je ne suis pas un perfectionniste de là. Sous-entendu, s'il était perfectionniste, il chercherait, et ce qu'il chercherait serait de savoir si sa pratique s'inscrit dans une continuité, si le passé valide, légitime le présent. Le chercheur de terrain béarnais, ou d'un terrain similaire, pourrait ainsi être enclin à ne chercher que des témoignages anciens ou d'anciens, au détriment de l'observation in vivo qui, s'il écoutait sans recul ses informateurs, pourrait à tout le moins lui paraître dénaturée. Concernant l'existence d'une plurivocalité à 3 voix, j'étais ainsi tenté de suivre mon informateur sur la voie du doute. Or j'enregistrais à Cam, en Bahadour, certains faits. Le groupe des chanteurs de Cam est constitué d'une dizaine d'hommes de 25 à 75 ans,
des analphabètes musicaux pour reprendre l'expression de Braille-OU, groupe au sens moderne du terme se produisant autant pour le mariage d'un ami que chez Pascal Sevran mais qui n'a, depuis 20 ans, jamais eu la tentation d'améliorer, de choraliser sa pratique polyphonique. Ainsi, les chanteurs de Cam avaient toujours chanté à 2 voix. Or un jour, l'un des plus vieux chanteurs, 75 ans en 1996, fait une 3e voix. Un bourdon à la basse. Personne n'y fait vraiment attention, considérant avec son auteur qu'il s'agit d'une fantaisie qu'il ne se permet d'ailleurs jamais quand le groupe se produit en public. Enfin, après enquête, je finis par apprendre des 2 plus anciens chanteurs que cette pratique n'était pas nouvelle, mais qu'ils l'avaient toujours entendue dans leur jeunesse, mais épisodiquement, comme une fantaisie. Au hasard d'une conversation dans un autre village, le Fagé d'Oloron, mon interlocuteur alors que nous parlions d'autre chose que de polyphonie me dit: autrefois, il y avait ici un type qui avait une voix profonde, il faisait un bruit de fond mais juste à l'oreille, un bourdon si tu veux. En disant bruit de fond, il accompagnait son propos d'un mouvement de la main tendue à plat, parallèlement à la table devant laquelle il se tenait. Il rajouta: mais des voix de basse il n'y en a pas, ou guère. Ces allers et retours entre observations in vivo et témoignages plus ou moins anciens me renvoyèrent à mon jeune interlocuteur. Ces mouvements de va-et-vient se firent aussi dans d'autres directions, alliant analyse des mélodies, analyse de la plurivocalité mise en regard avec la personnalité des chanteurs et les contextes de production. Ils me permirent de dégager le schéma des conditions de production de la plurivocalité, dans lequel s'insère ce jeune chanteur. Cette série de mouvements de va-et-vient entre synchronie et diachronie me ramenait au terrain, et à mon informateur, le passé avait failli me cacher le présent. Une mise en réseau incluant le passé m'y ramenait. Le lecteur aura remarqué que la narration de cet article s'est faite jusqu'ici à la première personne, que je me suis déjà abondamment mise en scène, fait peu habituel dans les publications scientifiques. En effet, parler du terrain revient en grande partie à parler de soi, des relations que l'on entretient avec lui, jusqu'à ne plus parler du terrain, mais de son terrain. Je ne puis donc faire l'économie de me situer dans cette recherche. Les allers-retours qui se font entre le terrain et moi-même sont évidents. Je ne jouerai toutefois pas les exhibitionnistes. Je suis ethnomusicologue de terrain béarnais, et béarnais moi-même. Qu'il s'agisse d'une quête d'identité, j'en conviens aisément. Que j'y trouve mon compte me regarde, l'important étant en revanche que ma libido ne filtre pas, soit mise de côté, qu'elle n'interfère pas dans mes analyses. Enfin, que ce qui est culturel ne me paraisse pas naturel. Je signalerai à ce propos, afin de situer ma place entre dedans et dehors, que même si l'on appartient à la société que l'on observe, le dedans est relativement limité, cellule familiale, famille au sens large, village. Sur le plan musical, l'identité se pense au plus large en termes de canton ou de vallée. Ainsi, je suis presque toujours un étranger aux yeux de mes interlocuteurs, et ils le sont pour moi. Mon statut de chercheur même me positionne toujours de façon particulière, étant celui qui pose les questions naïves, ce qui semble bien être le propre de l'ethnographe. Ces autres, en revanche, peuvent me ramener à moi et au mien, ils peuvent m'éviter de confondre naturel et culturel. Je citerai à ce propos une anecdote personnelle. Il y a 7 ou 8 ans, je chantais un soir de réveillon avec mon père et mon frère. J'accompagnais le cantus par la basse et me disais: « Mon pauvre, à quoi sert que tu prennes des cours d'harmonie pour arriver à ce résultat ?» Je n'avais d'autre part jamais fait attention au fait que mon père improvisait toujours wa ota, une haute, sur les cantiques à l'église. C'est en observant ces autres que j'ai pu comprendre que ces improvisations répondaient à des règles communes, règles il est vrai éloignées de l'esthétique de Schumann. L'écoute d'autres traditions chantées me faisait prendre conscience, d'autre part, que la plurivocalité dans les Pyrénées ne représentait pas une norme. Cette parenthèse close, examinons maintenant les relations que j'entretiens, moi chercheur, avec le terrain et les informateurs. Par goût du chant mais aussi par nécessité, mon observation est rapidement devenue participante, seule façon bien souvent de pénétrer dans un bar un jour de fête. L'observation in vivo seule, au plus près des chanteurs, en chantant donc moi-même, permettant de pallier certaines carences de l'enquête-discussion pour comprendre par exemple, comment s'organise l'acte de communication que constitue l'acte de chant collectif. Comment naît le chant, ce qui se passe entre les strophes, pendant et après,
de bâtir éventuellement des hypothèses grâce à mon vécu que j'essaie ensuite de vérifier dans des enquêtes plus classiques. Ceci m'a obligé à connaître un nombre important de pièces pour m'adapter au répertoire ou au style des personnes avec lesquelles je chante, au point que l'un de mes amis bergers m'appelle le jukebox. De participante, l'observation peut se faire interparticipante. En effet, au fil des enquêtes auprès d'une même personne, des liens plus humains peuvent se nouer, le chercheur que je suis étant parfois amené à aider certains musiciens dans leur parcours. Juste réciprocité de l'aide qu'ils m'apportent en voulant bien me parler de leur activité musicale, leur facilitant par exemple accès à certains services, comme je le fis pour le Musée national des ATP en me déplaçant à Paris accompagné de 2 instrumentistes béarnais pour effectuer le relevé de flûte à 3 trous et de tambourins à cordes anciens. Ainsi, j'ai tendance à ne plus employer le mot informateur pour le remplacer naturellement par celui d'interlocuteur, informateur posant beaucoup trop l'individu en objet. Toutefois, l'observation participante ou interparticipante peut poser quelques problèmes d'ordre éthique. Je fus par exemple contraint il y a quelque temps de composer la musique d'un chant glorifiant le petit village qui préparait une pastorale et ce, sans pouvoir refuser, puisque je passais à leurs yeux pour un musicien. J'étais donc soit en position de quitter ma place d'observateur, soit de passer pour un rigolo qui a du temps à perdre pour enregistrer des conneries. À propos de ce type d'ethnographie, je prendrai plus particulièrement pour exemple l'histoire de mon arrivée sur le terrain et de ses conséquences. Les acteurs culturels de ma connaissance m'ont très rapidement permis de rencontrer 2 frères, 2 jeunes musiciens de la vallée d'Ossau, excellents détenteurs de leur culture. Cette vallée avait la réputation d'être très fermée, principalement aux collecteurs de musique, ce qui ne facilite pas la tâche de l'ethnomusicologue qui n'a à sa disposition qu'une fête ou 2 par an pour observer. Or, je n'arrivais pas les mains vides. Il ne s'agissait pas, bien entendu, d'une arrivée à l'ancienne, telle celle de Pierre Clastre en 1963 chez les Indiens Guayakis, avec une lourde charrette à bœufs chargée de présents. Non, j'arrivais avec une simple cassette audio. Pas n'importe quelle cassette toutefois. En un temps de survalorisation du passé et des trésors perdus, il s'agissait de quelques enregistrements obtenus au ATP, collectés en 1963 dans le village des 2 musiciens, enregistrements inaccessibles jusqu'alors pour ces derniers. Je leur faisais donc présent de cette cassette. Ce geste, relayé au fil du temps par des discussions dans lesquelles je répondais à leurs questions sur le propos de mes recherches, les a amenés à penser que j'étais des leurs, étranger à leur vallée mais tout de même béarnais, sensible à la nécessité de sauvegarder le patrimoine musical. Je préciserai ici que la nature de mon engagement ne regarde que moi, dans la mesure où mon but n'est pas de faire l'apologie de la société que j'observe. Ainsi, en discutant avec eux, j'accède à une connaissance intime d'eux-mêmes, de leur société, de leurs doutes. Ils en viennent à m'expliquer, à me signaler des faits qu'ils jugent nécessaire de porter à ma connaissance, comme par exemple la possibilité de faire une 3e voix sur telle ou telle chanson. Toutefois, j'obtiens ces renseignements dans les discussions quotidiennes sans que j'aie obligatoirement mon magnéto avec moi. Or, en présence du magnéto, ces informateurs peuvent être plus circonspects. Comme je l'ai déjà signalé, ils se défendent d'être les représentants, les détenteurs d'une quelconque vérité. Mon magnéto les ramène au fait que je ne suis pas que leur ami, leur semblable, mais celui qui écrit leur culture, l'ethnographe. Pour résumer ma place en vallée d'Ossau et de façon plus générale le parcours effectué en 5 ans en Béarn et Bas-Adour, je reprendrai le schéma du fonctionnement du secret décrit par Andras Zempleni. Ce dernier pose 3 types de sujets au regard du secret qui peut être remplacé sur le terrain béarnais Sud-Adour par discours. Le S, émetteur S, en ce qui me concerne la micro-société observée. Le S, récepteur S, les intrus, les étrangers à la micro-société auxquels je pourrais être assimilé. Le S, dépositaire S, admis, ami. Si j'arrête un instant le cours de mon enquête et contemple l'instantané de mon terrain, sous un angle diachronique, je m'aperçois que je suis passé dans bien des cas de la place de récepteur à celle de dépositaire. Il y a de cela 3 ans, un praticien conscient me disait « C'est toute la vallée de qui s'exprime là. Vous les voyez chanter là comme le faisaient leurs ancêtres. » Il me dit l'an dernier.
On est obligé d'aller les chercher un par un, mais maintenant voyez, ils sont bien, la sangria aidant. Mes relations avec lui l'ont amené à changer de discours. En effet, le premier discours mythique, grand public, fait place face à ma connaissance de son milieu, mais plus encore au début de confiance qu'il place en moi, à un discours d'initié. Le premier ne lui paraît plus approprié. Ce changement, j'en suis toutefois convaincu, étant inconscient. Ainsi, je signalais plus haut que le propre de l'ethnographe est de poser les questions naïves. Il convient de relativiser ce point. Naïve oui, mais au début, car au fil du temps, selon les interlocuteurs, la naïveté fait place à de véritables échanges de spécialistes dans le cas à tout le moins, où l'on parle d'aspects techniques du chant ou de la danse, situation dont l'interlocuteur est ici particulièrement conscient. Comme me le confiait récemment le président de l'association patrimoniale au Saut-Ostem de la Reims. Maintenant vous êtes des aficionados, reprenant de façon certes un peu emphatique, le terme tauromachique qui recouvre amateurisme au sens premier, passion et connaissance technique de l'art. Pour ce qui est du mot dépositaire, il doit être envisagé dans son acception stricte. En effet, j'ai eu l'occasion de réaliser que le discours que m'adressent les interlocuteurs qui me sont les plus proches, certains pouvant être qualifiés d'amis, n'est destiné qu'à moi. J'ai vu mes amis musiciens de la Reims d'un mutisme frisant l'incorrection, ou tenir d'autres propos face à d'autres personnes. Mon étude ne serait donc pas complète si je n'obtenais également le discours réservé aux récepteurs du secret. Si je prends toutefois un instantané de mon terrain, sous l'angle synchronique, je m'aperçois que je n'occupe pas une place de dépositaire pour tous les émetteurs. Pour certains d'entre eux, je suis un étranger. J'ai donc des chances d'obtenir par un autre biais le discours idéalisant au grand public qui leur est réservé. Selon les interlocuteurs, j'obtiens ainsi des discours différents, des regards différents qui, en les comparant et en y rajoutant mes propres observations in situ, permettent de mesurer la distance entre idéal et réel. Les allers-retours entre observations participantes, interparticipantes qui se développent un peu plus chaque jour, seront ainsi à même, si tant est que ce soit possible, de me fournir une vision la plus complète possible de la société que j'observe et plus particulièrement de la pratique chantée. Si je n'avais pas de problématique au début de ma recherche, elle s'est peu à peu construite. L'observation du quotidien en est un élément essentiel, mais il s'intègre dans un réseau plus large. Un terrain alliant quotidien, synchronie, diachronie, écrit, oral. Le terrain construit ma problématique. Je construis le terrain par une série de mouvements de va-et-vient auxquels il ne peut être mis un terme. Va-et-vient entre chaque élément du puzzle et moi-même qui me trouve au milieu. Je n'ai peut-être pas abordé tous les points qu'impliquerait un terrain comme celui-ci. C'est peut-être que cet article n'est que le reflet de mes préoccupations du moment, l'état de mon exploration du terrain, là où il m'a amené jusqu'ici. Notice bibliographique de l'auteur. 2011, Cultural Listening and Enunciation Context in Pyrenean Multiparsinging, in AHMEDAJ à Ardianed, European Voices 2, Cultural Listening and Local Discourse in Multiparsinging Tradition in Europe, Schriften zur Volksmusik, Band 22, Vienna, Bolo Verlag, page 39 à 52. 2011, Langue, Poésie, Musique, le paradigme de l'identité chantée en Béarn, in Price Jérémy, Langue, Musique, Identité, acte du colloque international, MIMMOCMSH de Poitiers, Paris, Publibou. 2008, Mélan France Multiparsinging, Men and Pattern, in HAID Gerland and AHMEDAJ à Ardianed, European Voices, Multiparsinging in the Balkan and in the Mediterranean, Schriften zur Volksmusik, Band 22, Vienna, Bolo Verlag, page 247 à 264. 2006, Répertoire chansonnier et identité musicale en Béarn, l'art des chansonniers, Toulouse, Corday La Talvera Conservatoire Occitan, page 177 à 191. 2002, La tradition orale du chant en Béarn, représentation et stratégie linguistique, in Khaled Jean-Pierre Dire, Métamorphose de la culture, ritualité, temporalité et espace dans les politiques culturelles, Bordeaux, Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, CNRS, page 69 à 104. 2001, Quan s'y presta. Quand ça s'y prête. Modèle et perception de la polyphonie dans les Pyrénées gasconnes. In Charles Dominique Luc et Claire Jérôme, E accent aigu DS,
La vocalité dans les pays d'Europe méridionale et dans le bassin méditerranéen, acte du colloque international de la Napoule Université Nice Sophia Antipolis, Modal, FAMDT 2001, pp 145 à 169. 1998 Quan s'y presta. Quand ça s'y prête. Les pratiques polyphoniques en Béarn et Bas-Adour. Communication au Séminaire européen d'ethnomusicologie, Toulouse-L'Île-Jourdain. 7 au 14 septembre 1996 Garonna, numéro 15, Bordeaux, Centre d'études des cultures d'Aquitaine et d'Europe du Sud, Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine. Bibliographie. CHEYRONNAUD Jacques, 1997, Silence, mode d'emploi de la voix au texte, l'ethnologie contemporaine entre l'oral et l'écrit, Paris, CTHS, page 14, citant Andras Zempleni 1984, Secrets et suggestions. Pourquoi ces informateurs parlent-ils à l'ethnologue, Traverse, page 102 à 115. De Francive, 1992, Jeannette Maquignon, Une voix au cœur de l'enquête, contée et chantée en pays de Redon, Paris, l'Harmattan, page 39 à 53. DESPRINGRE André-Marie, 1992, Puzzle musical des mélodies, contée et chantée en pays de Redon, Paris, l'Harmattan, page 61 à 89. 1993 Fête en Flandre. Rites et chants populaires du Westhoek français, Paris, Institut d'ethnologie 188 p. Lambert-Jean, 1995, Ceux qui n'étaient pas là ne pourront jamais comprendre. Une ethnomusicologie sans magnétophone. Cahier de musique traditionnelle numéro 8, Genève, Atelier d'ethnomusicologie, page 85 à 104. Laplantine François, 1996 La description ethnographique, Paris, Nathan Université Sciences sociales 128 p. Latrigui, 1996 Narcissisme et collecte régionale, conte et thérapie, acte du colloque, 20 au 22 octobre 1995 Bordeaux ailleurs, page 13 à 17. LORTATJACOB Bernard, 1995, L'oreille de l'ethnologue, Cahier de musique traditionnelle, Genève, Atelier d'ethnomusicologie numéro 8, page 159 à 172. Malinowski Bronislav, 1929, La vie sexuelle des sauvages du nord-ouest de la Mélanésie, Paris, Payot, 1930, édition Oérigé, page 474, cité dans Jacques Lombard, Introduction à l'ethnologie, Paris Armand Collin, Cursus, 1994, page 85. Verdier Yvonne, 1995, Prestige de l'ethnographie, Coutumes et destin, Thomas Hardy et autres essais, Gallimard, 272 p. Zempleni Andras, 1984, Secrets et suggestions. Pourquoi ces informateurs parlent-ils à l'ethnologue, Traverse, page 102 à 115. 1997 Savoir-taire. Du secret et de l'intrusion ethnologique dans la vie des autres, Gradiva, Paris, Jean-Michel Place, numéro 20, page 23 à 39. Joséphine Nolot, 1899 à 1991, chanteuse née à Saint-Jean-de-Mont, dans sa pièce de vie lors d'un enregistrement dans les années 1980. Cliché Jean Thierry. J'ai entendu chanter Joséphine Nolot, Une voix du Marais breton vendéen. Par Jean-Pierre Bertrand. Texte rédigé en 2011 et revu en 2016. Fondateur d'Arexépo, en 1977, Jean-Pierre Bertrand a été un des cofondateurs de l'écomusée du Marais breton vendéen, musée contrôlé, à la Barre de Mont. Il en a été le directeur jusqu'en 1989. En 1992, il fonde et préside la Fédération Vendée Patrimoine. En 1998, il crée Ethnodoc, qui gère le Centre de documentation du patrimoine culturel immatériel. En 2004, il met en place avec André-Marie Despringres le réseau des archives et documentation de l'oralité, RADDO. En 2007, il cofonde le pôle de coopération des acteurs de musique actuelle en Pays de la Loire, et en 2009, l'Office du patrimoine culturel immatériel, OPCI, dont il va être président jusqu'en 2017. Dès son implication dans le groupe folklorique Tabdoupaï en 1969, Jean-Pierre Bertrand va à la rencontre des porteurs de tradition du Marais breton vendéen. Il en enregistre les témoignages depuis 1973, élargissant au fil du temps ses enquêtes aux us et coutumes de la civilisation paysanne traditionnelle dans toute la Vendée. Il est l'auteur d'études publiées dans divers ouvrages collectifs, dont ceux de la collection Patrimoine culturel immatériel de l'Harmattan, dont il est le codirecteur.
Jean-Pierre Bertrand a publié en 2015 dans cette collection Culture populaire traditionnelle. Histoire d'une transmission. Vendée 1970 à 2015, de Tabdoupaï à Ethnodoc. Que s'est-il passé entre l'idée de collecter les porteurs d'une tradition et le fait de tendre son micro? Approximativement 50 ans après mes premières enquêtes, cet article me permet, préalablement au sujet traité ci-dessous, de faire le point. D'ailleurs, devenu un homme d'un âge certain pour les jeunes candidats aux travaux à partir de l'oralité, une sorte de mémoire vivante du revivalisme des années 70, je suis de temps à autre sollicité pour partager mes souvenirs, mes expériences, mais aussi pour guider les candidats à la collecte. Avec plus de 10 000 heures d'enregistrement dirigées dans le cadre de projets d'enquête collective ou menés par moi-même, il est vrai que cette expérience du terrain peut servir la poursuite des travaux de recueil du savoir détenu en mémoire des plus âgés que soi-même. Ce n'est pas la partie technique qui nous intéresse ici, c'est bien la relation humaine. Qu'est-ce qui permet de solliciter la mémoire de l'autre sans pour autant être inquisiteur? Qu'est-ce qui fait que cet autre, que l'on ne connaît pas, va aller jusqu'à la confidence? Qu'est-ce qui fait que dans des conditions opposées à l'interprétation d'une chanson, d'un air à danser, d'un conte destiné aux enfants, etc., on vous offre un concert improvisé, intimiste? Qu'est-ce qui fait que l'autre, forcément impressionné par un micro, surtout dans les années 1970, par un appareil qui à la réécoute ne restitue pas la voix que l'on croit avoir? Se réentendre, comme à la TSF, était déjà une situation confortable, car dans les années 1970, toutes les personnes interviewées, même en Vendée, n'étaient pas encore servies en électricité, car rares, certes, mais que j'ai rencontrées. Pourquoi accepter de vous offrir le meilleur de soi-même? Autant de questions qui mériteraient que l'on s'y intéresse, avant que les enquêteurs pionniers preneurs de son ne puissent plus confier leurs observations. Compenser ces interlocuteurs de mes questions parfois intimes, de mes sollicitations de chansons, d'air à danser ou à conduire les conscrits ou la mariée? Me voilà à leur place. Moi-même je m'interroge sur la valeur de ce que je communique aux débutants. Faut-il prendre cette carrière comme exemple à renouveler? Ou bien simplement, la traiter comme un temps de l'histoire de la collecte de la mémoire? Je penche pour cette seconde perception car de mon modeste point de vue, en tout cas pour le territoire que j'ai fréquenté, la société profondément rurale qui représente mon terrain d'investigation disparaît à jamais. Il faudra donc s'investir désormais sur un environnement humain dont l'histoire est en train de naître. À l'université de Marie Martineau. L'intérêt de rencontrer les personnes ressources, très âgées de préférence, est né à partir des conversations anodines engagées avec... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.